Alors, on va plonger dans un sujet absolument fascinant pour notre secteur. Il s'agit d'un décryptage d'une évaluation technico-économique révolutionnaire. L'idée, transformer l'une des industries les plus polluantes en une véritable machine à aspirer le carbone. On le sait, la production conventionnelle de graphène est une immense source de gaz à effet de serre. Mais que se passerait-il si on utilisait le dioxyde de carbone atmosphérique directement comme matière première, grâce à une électrification totale des procédés? C'est tout le défi de ce qu'on appelle la défossilisation du graphène. Et on va voir que les résultats de cette recherche pourraient bien redéfinir complètement notre approche des technologies à émissions négatives. Au programme de cette synthèse, on va d'abord aborder le grand défi de la décarbonation, puis le graphène en tant que puits de carbone. On fera ensuite une analyse comparative poussée des procédés CVD et EBPM, on regardera de près la consommation électrique, les coûts et la rentabilité, et on terminera sur ce fameux objectif d'émissions négatives pour 2050. Première partie, le défi de la décarbonation. En tant qu'ingénieur en énergie, on connaît tous la situation. L'industrie chimique carbure historiquement aux énergies fossiles. Mais la vraie question, la voilà. Comment repenser des procédés ultra-carbonés pour en faire de véritables systèmes d'élimination du dioxyde de carbone? L'idée, ce n'est plus juste de limiter les dégâts, non, c'est d'inverser la machine, capter le CO2 directement dans l'air et l'emprisonner physiquement dans un matériau utile, créant ainsi une boucle vertueuse. C'est un vrai changement de paradigme. Et les chiffres? Eh bien, ils donnent le vertige. Pour espérer maintenir le réchauffement à 1,5 degré Celsius, les modèles climatiques sont très clairs. Il va falloir retirer entre 150 et 118 gigatonnes de CO2 de l'atmosphère d'ici la fin du siècle. Ce n'est pas rien, c'est colossal. Ça nécessite le déploiement de technologies à émissions négatives à une échelle inédite. Et c'est exactement là que les matériaux avancés entrent en piste pour offrir un stockage physique et durable. Ce qui nous amène à la deuxième partie, le graphène comme puits de carbone. On le sait, le graphène n'est pas qu'un simple nanomatériau aux propriétés un peu magiques. C'est un candidat en or pour le captage du carbone. Concrètement, si on l'intègre dans des batteries lithium-ion, on peut multiplier la densité énergétique par 5. Tout ça grâce à sa conductivité thermique hors norme. On en a aussi désespérément besoin pour les supercondensateurs, les cellules solaires ou même pour remplacer certains matériaux conducteurs transparents. Bref, le graphène n'est pas juste un contenant inactif pour le carbone, c'est un véritable moteur pour la transition des systèmes énergétiques. Passons à la troisième partie, l'analyse des procédés CVD contre EBPM. On va regarder de plus près deux méthodes de production qu'on appelle ascendante ou bottom-up. En gros, on assemble le graphène atome par atome à partir d'un gaz. Prenons d'abord le procédé CVD, le dépôt chimique en phase vapeur. Dans un modèle défossilisé, tout commence par le captage direct du CO2 dans l'air. Ce CO2 va ensuite réagir avec de l'hydrogène, issu de l'électrolyse de l'eau, pour donner du méthane via la méthanation. Et voilà, ce méthane devient notre précurseur carbone pour le réacteur CVD. Petite note en passant, en recyclant le cuivre à 95%, on fait chuter la consommation d'énergie primaire nécessaire pour nettoyer les substrats. Plutôt malin. Face à ça, on a l'alternative, la pyrolyse EBPM. Et c'est une approche vraiment fascinante. Pourquoi? Parce qu'on décompose le méthane en hydrogène et en carbone solide, mais sans oxygène ni eau. Résultat, zéro émission directe de CO2. L'énorme atout de cette technique, au-delà du bénéfice environnemental, c'est que la poudre de graphène obtenue n'a besoin d'aucune purification ni séparation complexe derrière, contrairement au CVD. C'est direct. Et en prime, l'hydrogène ultra pur généré peut retourner directement dans l'étape de méthanation. Une boucle quasiment parfaite. Quatrième partie, et c'est là que ça devient croustillant pour nous, le bilan de la consommation électrique. Parce que oui, pour juger de la viabilité industrielle, l'énergie, c'est le nerf de la guerre. Si on se projette en 2050, en intégrant toutes les optimisations d'efficacité prévues, l'écart est flagrant. La méthode CVD requiert la bagatelle de 80,3 kWh d'électricité par kilogramme de graphène, alors que l'EBPM, seulement 47,9 kWh, presque la moitié. Cette différence spectaculaire montre clairement que la voie de la pyrolyse EBPM est largement gagnante sur le terrain de l'efficience énergétique globale. D'ailleurs, quand on décortique les bilans massiques et énergétiques, on comprend très vite pourquoi. Le procédé CVD, c'est un glouton thermique. Il lui faut une chaleur extrême, autour de 1000 degrés Celsius pour son réacteur. Et en plus de ça, il engloutit 2 fois plus d'hydrogène que les BPM, simplement pour l'utiliser comme gaz tampon et garantir une structure monocouche parfaite, sans défaut. De son côté, les BPM produisent son propre hydrogène, qu'il réinjecte dans le système, et l'étape de pyrolyse tire beaucoup moins sur le réseau électrique de manière directe. Ce qui nous amène tout naturellement à la cinquième partie, les coûts et la rentabilité. Car l'ingénierie énergétique, c'est aussi une question de rentabilité économique.
À l'horizon 2050, le grand écart sur les coûts de production est complètement ahurissant. Produire un kilo de graphène via CVD va revenir à environ 89,5 €. Avec les BPM, 1,35 €. Oui, 1,35 € le kilo. Cette chute libre des coûts pour les BPM s'explique par la simplicité du processus. Pas de purification complexe, une meilleure efficacité énergétique et surtout des économies d'échelle colossales. Les BPM peuvent cracher des volumes industriels gigantesques, là où le CVD reste sur des petits lots ultra techniques. Mais attention, voici le paradoxe. Malgré ce gouffre absolu dans les coûts de base, les projections montrent que les deux méthodes vont dégager des marges bénéficiaires quasi identiques d'ici 2050. On parle de 9,7 € de profit par kilo pour le CVD et 8,6 € pour le BPM. Réfléchissons 2 secondes. Comment deux procédés qui coûtent respectivement 89 € et 1 € peuvent-ils générer quasiment le même bénéfice au kilo? C'est fou, non? L'explication est en fait toute simple. On ne joue pas dans la même cour. Le graphène CVD, c'est la haute couture. Ce sont des monocouches parfaites, vitales pour l'électronique de pointe. Son prix de vente plancher tourne donc autour de 98 € le kilo. Le graphène EPBM, c'est plutôt le produit de volume. Ce sont des nanoflocons multicouches, moins parfaits sur le plan structurel, mais absolument idéaux pour des applications de masse, comme les additifs pour nos fameuses batteries lithium-ion. Et là, on le vend à environ 9 € le kilo. Chaque technologie est donc une machine hyper rentable dans sa propre niche. Enfin, 6e et dernière partie, l'objectif 2050 et les émissions négatives. Si on compile ces rendements financiers et nos bilans massiques, l'impact de ces technologies électrifiées sur le climat est, pour le coup, monumental. Petit rappel, il faut 3,67 tonnes de CO2 pour fabriquer une petite tonne de graphène pur. Sachant que la demande mondiale pourrait plafonner à 700 millions de tonnes de graphène d'ici 2050, cette industrie a le potentiel de retirer jusqu'à 2,57 gigatonnes de dioxyde de carbone chaque année. C'est gigantesque. On parle d'une contribution massive aux objectifs dictés par l'Accord de Paris, tout en fournissant les matériaux vitaux pour la transition énergétique. En définitive, cette analyse prouve que la science des matériaux a de vraies cartes en main pour la décarbonation. Tirer du graphène littéralement de l'air, ce n'est plus de la science-fiction, c'est un modèle technico-économique tout à fait viable. Mais cela soulève une interrogation majeure. Pour alimenter tous ces beaux procédés en électricité renouvelable et abordable, il va falloir déployer des infrastructures de production à une échelle étourdissante. Alors la question sur laquelle on doit se pencher, nos réseaux électriques mondiaux sont-ils vraiment prêts à encaisser cette révolution technologique et climatique? C'est le prochain grand défi à relever.